Bonjour à tous, ravi d'être parmi vous cet après-midi pour cette deuxième table ronde de l'après-midi, troisième de la journée, dédiée cette fois-ci au numérique. Alors un sujet effectivement qui, moi en tous les cas, est au cœur de mes préoccupations de recherche, c'est clair. Et puis finalement, c'est un thème, je dirais, qui n'est pas si nouveau que ça, parce que finalement, notre patrimoine, il est documenté virtuellement. On a des catalogues en ligne, les archives sont pour beaucoup numérisées. Pour autant, on peut aussi se poser maintenant plusieurs questions. C'est l'intérêt de ce patrimoine numérique. Alors moi, j'aime pas parler de double numérique, parce que je trouve que c'est une terminologie qui n'est pas appropriée quand on parle de patrimoine, mais plutôt d'ombre numérique. Le double numérique, c'est vraiment celui qui va avoir une bijection entre le monde réel et le monde virtuel. Finalement, dans le patrimoine, il n'y en a pas vraiment, à l'exception peut-être que finalement, notre patrimoine va servir à construire notre futur si on le capitalise bien correctement. Voilà. Donc je suis ravi d'accueillir pour cette table ronde 3 interventions qui vont nous permettre de pousser également quelques portes. La première porte, ça va être la question de la place de la recherche finalement, parce que qui dit numérique dit être un peu en avance sur son temps, se projeter, même si je viens de le dire, le numérique, ça fait 20 ans qu'on en fait dans le monde du patrimoine. Quels sont dans 20 ans les besoins de la société, et on accueillera entre autres les collègues du Mans qui vont nous témoigner de ce qu'ils ont mis en place sur un parcours de visite, et puis aussi peut-être une question d'interdisciplinarité cette fois-ci avec Bruno effectivement, où tu nous parleras, toi tu es plutôt architecte et acousticien, c'est comme ça que tu te décris, tu nous en parleras tout à l'heure, et puis un autre projet également cette fois-ci avec de l'IA, avec des historiens de l'art, et puis également des ingénieurs, des cogniticiens. Bon, on met tout ça ensemble dans un joli package et ça nous donne des choses originales pour parler patrimoine numérique. Voilà. On a peu de temps, puisque j'ai déjà mangé 5 minutes. Je vais donc laisser la place à nos premiers intervenants. Donc Franck Miot et Stéphane Tisson, c'est ça, du Mans. Voilà, à vous de jouer. Donc voilà, donc ce que je vous présente, c'est un projet qui a été mené dans le cadre d'un master, donc patrimoine et développement local, à l'université du Mans. Voilà, depuis quelques années, on travaille avec plusieurs de nos institutions locales. Le Mans Innovation, hein, qui est un incubateur de start-up. Hein, et donc on a travaillé avec une start-up qui met en valeur des parcours sur des téléphones, qui s'appelle Roadmaker, l'application. Et puis donc le Mans Métropole, le service tourisme et patrimoine. Et donc il s'agissait de mettre en valeur un quartier de la ville du Mans, qui est le quartier de la Mission. Voilà. Alors, juste pour préciser, effectivement, le choix de ce quartier, tout simplement, la ville du Mans a fait le choix de mettre en valeur le patrimoine de ces quartiers et s'appuie sur un inventaire qui a été mené pendant 6 ans par le Conseil régional des Pays de la Loire. Et par ailleurs, la ville travaille aussi sur une recherche fondamentale sur l'ensemble de ces bâtiments médiévaux. Et donc dans ce contexte-là, par rapport aux ateliers portés par les étudiants, la ville propose chaque année de s'intéresser à un lieu particulier. Donc en l'occurrence, l'hôtel-dieu de Coeffort et son environnement, qui est très lié au passé militaire de la ville. Et avec une particularité, c'est que le travail mené par les étudiants se faisait dans un contexte de chantier tout autour de l'hôtel-dieu de Coeffort et sur tous les axes de cette partie de la ville, avec une perspective que ces 4 visites numériques sur lesquelles ils allaient travailler seraient possibles à découvrir pour les visiteurs de l'été 2025. Donc voilà, quelques éléments du patrimoine que les étudiants devaient mettre en valeur. Donc vous avez une ancienne caserne qui a été remplacée par un lycée, caserne Cavaignac, une autre caserne qui est plus loin, qui n'est pas visible sur les images, qui est aujourd'hui le pôle administratif de la ville et du département de la Sarthe. L'hôtel-dieu Coeffort, on peut passer la diapo suivante. Voilà, donc un hôtel-dieu du XIIe siècle qui a été largement mis en valeur depuis quelques années donc, par la ville du Mans. On peut passer à la suivante. Vous avez également aussi une trace d'un élément historique militaire de la ville du Mans. C'est cette statue qui jadis se trouvait place de la République et qui, depuis 1970, trône sur la place de la Mission, rendant hommage à Chanzy et à la 2e armée de la Loire pour commémorer la bataille du Mans de 1871.
On peut passer à la suivante. Et donc voilà, l'idée c'était de créer un parcours numérique. Vous avez ici une des réalisations donc, qui a été menée donc, avec cette application Roadmaker, créée par la start-up Mindful House. Et donc on a travaillé à la fois à la transmission évidemment et à la formation de nos étudiants pour simplement géolocaliser les différents sites. Et puis ils ont dû inventer chacun un parcours à proposer à des visiteurs variés. On peut passer à la diapo suivante. Donc 4 parcours ont été créés. Un parcours plutôt découverte du patrimoine architectural du quartier, en partant d'ailleurs d'une station de tramway et sur l'itinéraire que les lycéens suivent pour aller donc jusqu'au lycée Washington, et qui permettait de montrer à la fois de l'habitat du 19e siècle, en passant par évidemment l'Hôtel-Dieu, les anciennes casernes, etc. Un parcours qui rappelle les traces de la guerre de Vendée, puisque l'endroit où on se trouve, la place de la Mission, est un des endroits où a eu lieu une autre bataille, celle de 1793, et donc on a un groupe qui a plutôt travaillé sur cette mise en valeur. Un autre sur la guerre de 70 et principalement centré sur la statue de Chanzy, avec une construction un peu fictive d'un récit fondé sur le fils d'un vétéran. Donc là, ils ont inventé un personnage pour essayer de faire comprendre un peu cette histoire assez lointaine. Et le dernier parcours est fondé, lui, sur une personne réelle. C'est Paul Lintier, qui est un conscrit qui a laissé 2 ouvrages avant d'être tué en 1915. Donc il était mayennais. Et il se trouve qu'il était justement en 1914, au moment de la mobilisation, dans la caserne Cavaignac. Et donc les étudiants, vous avez ici un élément du récit. On construit un récit. Et comme on est dans une UE qui s'appelle une unité d'enseignement qui s'appelle Son, Patrimoine et Innovation, ceux-ci ont notamment scénarisé, enregistré, créé du son et inventé un univers sonore pour accompagner le visiteur. Et à chaque fois, alors pour chacun des parcours, il y a évidemment un côté sonore, on écoute une histoire, et puis en même temps des questions qui sont posées ensuite pour intégrer, je dirais, une démarche de transmission et de compréhension pour un public donc, qui va du public famille au public lycéen. Voilà, je m'arrête là. Merci beaucoup pour ce témoignage. Deuxième intervention, cette fois-ci de Ambre Villain et Mathis Vauxion. Petite spécificité, on peut en parler. Effectivement, Mathis a bénéficié d'une bourse de recherche du cluster Élite qui était donc hébergée par la MSH. Voilà, et à ce titre-là, ça a permis d'expérimenter quelque chose un peu nouveau dont vous allez nous parler à 2 voix. Ambre, t'hésites pas, si jamais. Voilà. Moi, j'en parlerai pas. Même si je suis dans le programme, je leur laisse le soin de parler des travaux. Je pense que vous pouvez. Ah oui. Il y a une autre diapo encore où on voit l'autre avancer encore une diapo. Ouais, voilà, c'est bon. Donc effectivement, merci de m'accueillir pour parler de ce sujet donc, de la reconstitution de l'église des Cordeliers Nantes à l'aide de l'intelligence artificielle. Donc effectivement, les Cordeliers, ce sont une communauté de frères franciscains qui se sont installés au XIIIe siècle en bordure de la muraille de la ville de Nantes. Et c'était une église qui avait à l'intérieur des décors qui ont été documentés par des érudits du XVIIe et XVIIIe siècle, et dont on avait des vitraux, des tombeaux, dont certains dessins nous permettent d'avoir un peu un aperçu. Et effectivement, vous avez aussi des dessins qui ont été conservés au 19e qui montrent aussi un profil de l'église, donc d'une des plus grandes nefs en fait, de la ville de Nantes, juste derrière la cathédrale, en termes de superficie, et d'une chapelle qu'il y avait à l'intérieur de cette église, qui était donc appelée la chapelle ducale, pour laquelle j'ai beaucoup travaillé dans un mémoire de recherche, dont des décors ont été conservés effectivement au musée d'Aubray. Voilà, on me voit ici à côté d'une clé de voûte assez monumentale qui est issue donc, de cette chapelle et qui figurait les armoiries d'une duchesse, la duchesse Isabeau d'Écosse, femme de François Ier de Bretagne, dont j'ai scanné ici l'objet. Et à partir de tous ces travaux, en fait, j'ai vu l'éruption de l'intelligence artificielle sur les réseaux sociaux. Et je me suis posé la question si on ne pouvait pas utiliser effectivement cette IA qu'on voyait partout utiliser pour reconstituer cette église qui a disparu. Et effectivement, c'est ce que j'ai essayé de faire en disant ChatGPT.
Et on se rend compte que c'est quelque chose d'assez impressionnant en termes de rendu, de proportions. On a effectivement des proportions assez plausibles, mais quand on regarde mieux, moi mon œil a été un peu blessé par certains ajouts, notamment là on a des contreforts qui ont été ajoutés sur cette nef. On a une mauvaise restitution du vitrail, et aussi ici sur les côtés c'était des chapelles en fait, qui sont, on a l'impression comme effectivement des logements qui font partie comme d'une rue en fait. Aussi, si on regarde effectivement des dessins des vitraux, voilà ce que peut faire aussi ChatGPT, et c'est quelque chose effectivement qui ne nous montre pas un rendu de vitrail qui est plausible. On a quelque chose qui fait très néo-gothique dans le traitement du visage, dans le traitement de la posture, et ça pose des problèmes parce que en fait, l'IA n'est pas capable de comprendre que c'est un dessin, en fait, c'est pas un vitrail, et elle répète les erreurs même du dessin de l'érudit qui en fait ne s'intéressait pas du tout à la façon dont était dessiné effectivement ce vitrail. Et donc on s'est posé la question, est-ce qu'on peut développer notre IA pour la reconstitution ? Et donc effectivement, voici quelle hypothèse on a fait pour la reconstitution historique, c'est-à-dire donc d'avoir une sorte de pipeline, d'avoir une idée générale de comment on peut faire une IA historienne, c'est-à-dire d'avoir en fait une base de données sur laquelle l'IA va s'éduquer en fait, qu'on a mis sur OMOK-AS, dans lequel on a mis les archives de la chapelle, on a mis des éléments de comparaison, et en fait à partir de ces images d'arriver à une 3D. Et c'était un peu ambitieux d'arriver directement à de la 3D depuis l'IA, du coup on a dû passer directement par des images en 2D qui a été après réadaptées par une IA vers de la 3D. Et donc voici la base de données, vous avez tous les termes qui ont été utilisés dans la base de données et qui en fait sont reliés, tous ces termes, aux images qu'on a utilisées. On avait donc des vitraux, on avait de l'architecture, parce qu'en fait le but c'était de faire comprendre à l'IA quel était en fait un peu un profil typique d'église et de chapelle au XVe siècle, donc avec ses vitraux, avec son architecture, et qu'à partir de ça elle pouvait avoir effectivement une éducation à cet art. Et il faut savoir que du coup grâce à cette base de données, on pouvait éviter effectivement un biais des IA qu'il y a sur le marché comme ChatGPT, c'est-à-dire de pouvoir retrouver les sources. C'est-à-dire qu'on peut directement retrouver toutes les images qu'on a utilisées, qui sont libres de droit, qui sont créditées, et directement dans la base de données en cherchant dans la base de données. Et on a essayé de lui faire comprendre notamment, effectivement, par exemple, ce qu'était un vitrail au XVe siècle. Donc un vitrail, comment ça se présente. Là, par exemple, vous avez un exemple au Mans, effectivement, dans la cathédrale Saint-Étienne, avec en fait des scènes qui sont entourées de micro-architecture et des saints qui sont présentés, et aussi une logique spatiale avec des donateurs qui sont en dessous, et après surmontés de saints, le tout entouré de micro-architecture. Et là, maintenant, je vais vous montrer un peu les résultats. Donc, voici ce que donne en fait ChatGPT quand on lui demande de faire ici une scène qui est en fait la scène de Moïse sauvé des eaux. Et en fait, on se rend compte que c'est comme au début, hein, effectivement, on a ce rendu qui semble très néo-gothique, très 19e dans la façon dont c'est représenté. Et là, ici, vous avez un vrai vitrail effectivement du XVe siècle. Et si vous regardez les résultats de notre modèle à nous, effectivement, nous, il y a des problèmes au niveau de l'organisation de la scène. On ne retrouve pas vraiment Moïse, effectivement. Mais en termes de style, on a quand même cet usage de la grisaille où on retrouve ces scènes qui sont entourées de micro-architecture. Et donc, en fait, en quelque sorte, une réussite déjà de ce point de vue-là, de la compréhension du style. Et que c'est possible, effectivement, de faire comprendre à des modèles ce genre de style. Et après, en fait, effectivement, de pouvoir utiliser par exemple des dessins pour en fait après que des outils d'IA en fait créent notre image en 3D, et pour cela il y a des outils qui permettent de calculer la profondeur là ici d'un dessin qu'on a fait de la chapelle, et après en fait d'arriver à une image ici en 2D, puis après en fait arriver, ça semble un peu magique, mais à une photogrammétrie, donc avec une 3D, et après arriver effectivement à des modèles 3D qui sont valorisables par la suite. Donc en conclusion, on peut dire que c'est des outils qui peuvent être utilisés, et que surtout du point de vue de la méthodologie, ça semble pouvoir être généralisable, c'est-à-dire qu'on a d'autres cas d'exemples à Nantes, notamment la collégiale Notre-Dame, où on a le même type d'archives, le même type de vestiges, et on pourrait imaginer en fait faire la même chose en fait, tout simplement. Voilà.
Moi, je vais ajouter 2-3 petites choses. Alors, moi, je suis la directrice de recherche de Matisse, qui, quand il est arrivé avec sa proposition d'intelligence artificielle, moi, je suis médiéviste, je peux vous dire que, bon, je l'ai accueilli moyennement. Et puis, progressivement, en fait, il a su trouver aussi... moi, c'était vraiment la méthodologie et la piste qui suivait, plus que le résultat, en fait. Je pense que ce qu'on doit avoir en tête, nous, en histoire de l'art, c'est qu'on ne cherche pas forcément, et si on la cherche, on ne la trouvera pas de toute façon, une vérité historique, archéologique. Dès lors qu'on passe par des documents iconographiques, il y a toujours un biais. Les dessins qu'on vous a montrés, le dessinateur a forcément biaisé plein de choses. Donc, effectivement, nous, ce qui nous intéresse, c'est plutôt la façon d'y arriver. Moi, ce qui m'a intéressé aussi, c'est que Matisse a développé des tas de compétences, notamment de recherche d'images, qui sont des bonnes images pour nourrir son intelligence artificielle à lui, puisque, comme vous l'avez compris, il a créé son propre outil, et qu'il a aussi su dialoguer, en fait, avec, parce qu'il n'a pas dit, mais derrière tout ça, il y a aussi un camarade, en fait, qui est dans le programme, qui n'est pas là aujourd'hui, mais qui, lui, travaille plutôt en sciences dures, et qui a su, en fait, donner vie, en quelque sorte, à ce que Matisse avait en tête. Donc, c'est vraiment ce binôme-là. Donc, quand on parlait tout à l'heure, effectivement, d'interdisciplinarité, là, on est vraiment là-dedans. Et en plus de ça, moi, ce que j'aime particulièrement dans ce projet, c'est qu'il nous amène à aller vers les musées qui détiennent aussi, en fait, justement, ces traces, cette fois lapidaires, les vraies traces historiques, archéologiques, et qui nous permettent d'enrichir, en fait, cet aspect-là. Donc, quand on se rencontre à la fois l'archéo, le monde des musées, le monde des ingénieurs, je pense que c'est vraiment c'est cette combinaison qui est gagnante, et qu'on espère effectivement voir évoluer, améliorer, parce que là on est au tout début. Ce qu'on vous montre là, c'est vraiment les prémices, en fait, on l'espère, de quelque chose qui servira à la fois à la pédagogie, à la médiation, et puis scientifique. Voilà. Merci beaucoup, Ambre, pour ces compléments qui suscitera sûrement un projet plein de questions par la suite. Et puis une troisième intervention de Bruno. Bruno Sutter, toi tu es à l'école d'architecture, et ça fait plus de 20 ans qu'on se connaît aussi. Voilà. Oui, je t'ai connu. Ça va faire écho au travail de ta thèse. Voilà. Donc tu vas nous parler plutôt cette fois-ci. Alors moi ça m'a interrogé une numérisation fonctionnelle. Du coup, j'aime bien t'entendre. On m'a proposé ce terme, alors je vais développer. Je vais vous emmener un court instant au cœur de la machine à rêve qui est un théâtre. Donc c'est souvent, il a une valeur patrimoniale, en l'occurrence le Théâtre Gralin par exemple. Et donc l'enjeu de ce projet s'appelle Scénographia. Donc c'était pas intelligence artificielle, mais on avait déjà anticipé. Il remonte quand même à presque 13 ans maintenant. Et on va peut-être l'actualiser dans le cadre d'une thèse qui pourra croiser peut-être l'IA, on verra. Donc c'est pas simplement pour numériser un théâtre, en faire un fantôme ou un jumeau numérique, mais pour donc des maquettes virtuelles, mais pour repenser la manière dont on conçoit le spectacle, et on le vit, en fait, on le partage avec tous les acteurs qui le servent. Donc ça commence par une tradition oubliée. On voit ici un des seuls survivants, à ma connaissance, au musée du théâtre à Amsterdam, ce qu'on appelle théâtre de poche ou théâtre de chambre, qui permettait au XVIIIe siècle, XIXe ou XVIIe même, de présenter les projets de spectacle sous une forme miniature, mais très réaliste, auprès des mécènes. Et donc, en fait, Scénographia s'inscrit dans cette tradition, avec les moyens d'aujourd'hui, le scan 3D, la modélisation, les outils numériques interactifs. Le but, c'est de créer un espace de travail virtuel, commun, partagé, entre tous les acteurs de la scène, les scénographes, les régisseurs, les techniciens, direction technique, les artistes, enfin tous ceux qui concourent à un opéra, une représentation théâtrale. Donc là, il faut en fait s'apercevoir que c'est une grosse logistique, on va la détailler, et il faut donc anticiper, maîtriser aussi, pour parler vulgairement, les galères. Vous savez peut-être pas, mais Gralin, avant, pour rentrer des décors, il fallait passer par une fente qui faisait 5 mètres de haut, mais à peu près 40 cm de large. Les décors contemporains avaient du mal à se faufiler, parce qu'avant c'était des feuilles de décors, c'était des œuvres peintes en trompe-l'œil, donc ça passait. Mais il a fallu que l'architecte des bâtiments de France autorise enfin l'ouverture de l'arrière-scène. Voilà. Donc on va enchaîner. Donc le but, numériser les théâtres. Donc on s'appuie sur le scan laser. Donc ça remonte à 10 ans, mais la technique a peu évolué, enfin peut-être un peu plus rapide.
il ne s'agit pas de faire des plans 3D. Il s'agit en fait de s'intéresser d'abord à ce qu'on appelle la cage de scène et puis tout le circuit d'accès des décors. Ce grand espace technique qui est derrière le rideau de scène, que vous avez rarement l'occasion de visiter, c'est un univers qui relève plus de l'espace industriel, où s'entremêlent des ponts-lumière, des perches, on en voit là ici alignés, toute une forêt donc, de machinerie, de trappes, de cintres et tout un enchevêtrement de structures métalliques. Et pour en saisir la complexité, le laser nous aide, mais il faut voir, vous voyez peut-être, là, tout est peint en noir. Hein, il ne faut pas qu'il y ait de... C'est la boîte noire, la boîte magique. Il ne faut pas que la lumière s'en échappe. On va y amener la lumière. Et donc, on avait déjà un doute sur la capacité du laser à bien recenser toute l'information. C'est le cas. On obtient des millions de points. Donc, on pourra revenir sur ces techniques, si vous voulez. Mais donc, on obtient un gigantesque volume de données qui nous donne l'information spatiale au millimètre près. Mais est-ce qu'avec ça, on a quelque chose d'exploitable? Donc non, il y a un gros travail. Donc, alors oui, peut-être juste revenir 2 secondes sur la diapo précédente. Pardon. Vous voyez que c'est aussi un espace complexe. Il y a la fosse d'orchestre, les dessous, les cintres, la salle, sans parler de l'arrière-scène, les stockages décors. Donc on a une vraie problématique qu'on voit évoquer là, des trappes qui ont été ouvertes pour pouvoir mettre en communication tous ces espaces. Parce que le laser, c'est pas de la radiographie, il va être arrêté, le rayon va être arrêté par les obstacles. Donc il ne faut pas mettre en communication tous ces espaces pour en consolider un nuage de points cohérent. Donc à partir de ce nuage de points, on a des millions de données. Il va falloir en fait faire un travail de hiérarchisation, de simplification, d'enrichissement. Donc ça passe par une modélisation. Alors là, on s'aperçoit, surprise, que le sol n'est pas plan, qu'il y a plus d'1 cm, 3-4 cm d'écart entre l'avant-scène et le fond du plateau, que les perches supposées être rectilignes sont tordues. Enfin, voilà, donc déjà les utilisateurs découvrent la réalité de ce patrimoine vivant qui travaille. Souvent, il y a eu beaucoup de transformations. Un théâtre est transformé en gros sur des cycles de tous les 30 ans d'une grosse rénovation, tant scénotechnique que de décoration. Et donc, toute cette accumulation de transformation est souvent documentée par des plans, mais dont on n'assure pas le récollement. Donc, il y a beaucoup d'imprécisions. Pour enchaîner. Donc, jusqu'à quel niveau de détail on va? Il faut aussi faire appel là, en fait, à une expertise. On n'a pas de moyen aujourd'hui d'automatiser en fait, l'extraction, la modélisation géométrique à partir de ce nuage de points. On peut reconnaître des formes simples comme des tuyaux, des éléments plans, etc. Mais en fait, qu'est-ce que c'est ce tuyau? Ce tuyau, il sert à ancrer des éclairages. Donc, il va falloir reconnaître, comprendre le fonctionnement. Donc, c'est là où on parle d'un modèle fonctionnel. C'est-à-dire, en fait, il faut rentrer dans la machinerie. Pourquoi? Parce qu'en fait, l'objet de ce modèle numérique, c'est de créer un modèle fonctionnel qui devient un outil partagé pour préparer le spectacle entre tous les acteurs qui vont concourir à sa réalisation. Et éviter les fameuses galères. En fait, une des problématiques aussi du spectacle, c'est qu'il va tourner en différents lieux. Chaque lieu n'a pas la même configuration, on le verra après. Alors, si on enchaîne... En fait, on s'intéresse aussi, si on s'intéresse là au réceptacle, il faut aussi s'intéresser au décor. Donc on a vu aussi, alors j'ai oublié de citer les partenaires évidemment de ce projet, on a travaillé beaucoup avec Nantes Angers Opéra qui a cette problématique de transplantation de spectacles entre Nantes et Angers et aussi Rennes. Il y avait aussi le Grand T, puisque au moment où on a fait ce travail, l'opéra était en travaux, donc ils se sont déportés sur le Grand T. Voilà. Donc ces acteurs culturels se posent la question, on voit la maquette apportée par le scénographe Jacques Gabel pour un opéra, le Barbier de Séville de Rossini. On voit le passage entre la maquette et le décor réalisé. La diapo suivante nous montre toutes les étapes. On a la chance à Nantes d'avoir plusieurs ateliers de décor. Et se pose à un moment donné la question de ces grands objets, comment on les transporte. Il y a toute une logistique, il faut que ça rentre dans des camions, que ça passe par les portes de décor, que ce soit acheminé dans un ordonnancement approprié sur le plateau et que ce soit mis en place. Voilà. Si on enchaîne. Donc sur cette création, il y avait aussi des éléments sculpturaux. Donc on avait montré avec des techniques de photogrammétrie qui se sont banalisées. Maintenant, depuis, avec tout le cloud, la capacité de calcul déportée sur des fermes de calcul,
un théâtre pouvait très bien s'équiper pour faire de la numérisation de ces maquettes de décors et l'exploiter pour pouvoir tout de suite l'injecter dans la maquette numérique de la cage de scène. Voilà. On enchaîne. Alors, derrière tout ça, en fait, il y a un concept qui est apparu central. En fait, en s'intéressant à la numérisation du théâtre, on s'intéresse aussi au métier du spectacle. Et il y a un concept central, c'est que pour coordonner tous ces acteurs, orchestrer en fait, le document qui orchestre tout ça, c'est ce qu'on appelle la conduite. Alors pour un opéra, c'est simple, c'est la partition qui dicte la temporalité. Alors, il y a des ajustements, hein, le chef d'orchestre est là, voilà. Mais voilà, donc on a cette temporalité et c'est sur cette trame qu'il va falloir orchestrer les mouvements de décor, les lumières, les sons, les entrées, les sorties, les effets spéciaux. Donc il y a des tops, c'est souvent la lumière qui donne les tops. Et on s'est appuyé donc sur ce concept de conduite spectacle pour développer en fait un outil dans notre jargon on va parler de timeline ou de gestion de la temporalité qui va guider les enchaînements, toutes les actions qu'on va opérer sur le modèle pour y greffer les effets lumineux, ça peut être sonore, aussi la place des comédiens, hein, un chœur qui stationne pour rentrer rapidement en scène et pas prendre les pieds dans les décors, il faut que ce soit planifié. Enfin, voilà. Donc c'est toute la logistique en fait, du spectacle. Voilà. On enchaîne. Donc vous voyez là aussi pour évoquer, donc on arrivait à une maquette dans ce cadre de ce projet Scénographia. Aujourd'hui, on a la chance peut-être dans le cadre d'une thèse et du partenariat renouvelé avec Nantes Angers Opéra peut-être de relancer ce travail et on va bénéficier de l'évolution des moteurs de jeu qui ont pris la main dans le domaine professionnel. Peut-être qu'on pourra évoquer ça. Et donc vous voyez qu'ici, par exemple, sur ce spectacle, il fallait tourner au Grand T, à l'Opéra de Massy ou au Théâtre du Quai. Et on voit ici la trame des perches qui servent au levage des décors, qui est agencée complètement différemment d'un théâtre à l'autre. Donc il faut prendre ça en compte, anticiper. C'est la question de l'économie aussi du spectacle, qui doit pouvoir tourner et s'adapter à ces contraintes. Voilà. Donc pour finir et conclure autour de ça, en fait c'est ici la rencontre d'un patrimoine du passé, certes, mais aussi du futur. Il est question aussi évidemment de redonner vie à cette tradition ancienne parce que paradoxalement cette notion de théâtre de poche elle était un peu perdue, les scénographes venaient avec des maquettes statiques et puis manipulaient à la main un peu à la va comme je te pousse pour montrer les effets de changement de décor à vue ou pas et donc là il y a une perte peut-être de savoir-faire donc on a voulu redonner voilà la possibilité de revisiter ça au travers des outils contemporains pour donner en fait un outil de création partagée et de dialogue pour l'ensemble des acteurs. Parce qu'au fond, en fait, numériser un théâtre, c'est pas le figer, c'est plutôt lui permettre de continuer à vivre. C'est un patrimoine vivant qui doit s'adapter constamment aux évolutions des techniques du spectacle. Je vous remercie. Merci Bruno pour ce dernier exposé. Alors effectivement, tu as parlé de plusieurs outils, j'ai oublié de le citer. Tu utilises la plateforme des outils de numérisation 3D, entre autres de la MSH, voilà, qui possède, vous m'arrêtez monsieur le directeur, hein, un certain nombre d'outils de numérisation 3D à grande échelle. Voilà. On peut dire oui, qu'effectivement, à la fois des travaux que tu as menés, ceux qu'on a menés, on s'est familiarisé avec des scans laser en faisant appel souvent à des prestataires extérieurs. La MSH a investi dans un beau matériel qui est là, qui potentiellement peut être mieux valorisé, qui est tout à fait encore à jour en termes de capacité. Et voilà. Donc, on a un bel outil, on a une capacité de scan au top. Merci. Il nous reste, on a une dizaine de minutes. Il y a peut-être des questions dans la salle, des interrogations. Merci. Bonjour. J'aimerais revenir sur Couvent des Cordeliers. Pour les vitraux, est-ce que vous avez envisagé de mixer, de jouer en complémentarité IA et intelligence métier? C'est-à-dire qu'à partir du dessin, travailler avec un vitrailliste pour savoir comment il aurait pu le traduire en éléments de vitraux et enrichir l'IA par rapport à ces techniques métiers. Ce qui permet à la fois de valoriser l'IA et le métier. Alors non, pas du tout. C'est une très bonne idée du coup, merci. Par contre, c'est vrai qu'on a fait des dessins de vitraux nous-mêmes, en fait, selon mes connaissances, mais très brièvement. Et après, on donnait ça au modèle et il était capable de plaquer en fait sur le dessin les scènes. Mais c'est vrai qu'il faudrait faire ça effectivement avec des plus grands spécialistes, ça c'est sûr. Mais voilà.
de la base d'un dessin qu'il fait. Et normalement, sa technicité lui permet de voir comment découper les couleurs et comment aussi découper les panneaux pour qu'ils résistent. Oui, bien sûr. Merci pour l'idée. Avec quand même, je prends la casquette, désolé, mais un point de vigilance, c'est que là, on va arriver à faire quelque chose dont tu as parlé tout à l'heure, Bruno, c'est on va numériser le savoir-faire. Et là, il faut être vigilant, je pense, voilà, que l'artisan garde toujours ce savoir-faire. Il ne faut pas que la machine le remplace. Mais bon, oui. Voilà. Et là-dessus, peut-être, Ambre, tu veux rebondir, mais je crois que dans le projet, il y a un aspect déontologique qui est assez fondamental. Tu n'en as peut-être pas parlé, Mathis, mais la machine, tu as parlé de ChatGPT, mais pour tout le reste des images, c'était une machine propre au labo, qui a tourné, qui était vierge de tout. Et ça, c'était important pour qu'on garde justement la mainmise dessus. Peut-être effectivement qu'on peut voir plutôt la complémentarité comme une expertise apportée, peut-être aussi sur ce qu'on produit, pourquoi pas. D'ailleurs, l'expertise des historiens d'art spécialistes, moi je sais qu'on là on va faire appel pour la suite à vraiment un spécialiste 15e siècle, quelqu'un dont c'est vraiment le métier. Donc on pourrait envisager ça. Il me semble quand même assez important d'engager les hommes de l'art, ou les femmes de l'art, hein, on peut les appeler, mais c'est des gens incontournables, effectivement, parce que bien souvent ils arrivent à résoudre des problèmes, on se pose des milliards de questions et ils arrivent, pour d'autres projets, j'ai déjà eu le cas, moi je travaillais sur des matrices de sceaux métalliques et en fait un graveur est venu et m'a dit non mais ça se fait pas du tout comme ça, et ça faisait des mois que j'intellectualisais quelque chose qui finalement était techniquement plus facile, et inversement par ailleurs. Donc effectivement c'est une bonne idée, on ne pourra pas le faire pour tout parce que c'est très chronophage, mais effectivement ça peut être intéressant de créer certains partenariats. Ouais. Ouais, j'ai juste envie d'intervenir parce qu'on parle d'IA, mais bon, on peut parler aussi de système expert, c'était un peu avant, mais donc la question de la capitalisation du savoir-faire et des métiers dans les systèmes experts, c'est une longue histoire. Moi, je ne vois pas d'obstacle déontologique. Si on garde la main, quoi. Voilà, si on ne se dépossède pas de savoir-faire, je ne sais où, quoi. Voilà. Après, c'est des résolutions. On a ce même questionnement en architecture là, en ce moment. C'est des redéfinitions des positionnements des métiers. Merci pour la présentation. Je me posais la question, vous avez collecté un maximum d'images. Est-ce que vous avez collecté aussi des textes qui décrivent l'Église ? Oui, ça fait partie du corpus, mais en fait, pour l'instant, l'IA n'est pas capable, en fait, à partir d'un texte, faire une image. En fait, là, l'entraînement d'une IA en fait fonctionne sur un corpus d'images. Ça peut pas être juste un corpus de texte. Par contre, le texte influence la façon dont moi je suis allé chercher les images. Ça, c'est sûr. Et peut-être, si je peux me permettre, du coup, une question qui fait un lien effectivement avec le premier exposé, c'est celui des données, parce que là, on travaille sur des données. Les données, donc c'était 6 ans de recherche, je crois, vous aviez dit, hein, c'est ça ? Les 6 ans de recherche, c'est l'inventaire général sur les quartiers du Mans. Par contre, il y a des recherches qui sont portées sur les principaux monuments médiévaux de la ville. C'était le cas de l'Hôtel-Dieu de Coeffort. Donc on avait dans ce projet 2 aspects, c'était la découverte médiévale du quartier et la découverte contemporaine. Donc la découverte médiévale, c'était l'ouverture pour la première fois de l'Hôtel-Dieu de Coeffort sur une période très très longue, pendant 2 mois, avec maquette, fauteuil sonore et accès aux combles et aux charpentes. Et par contre, pour l'extérieur, les 4 parcours, c'était la découverte du quartier sur la base en particulier de son passé militaire au XIXe siècle. Donc les recherches, là, c'est plutôt l'apport de Stéphane Tison, parce que cet aspect militaire, et notamment de la guerre de 70 et du général Chanzy, c'est une grande partie aussi de son travail. Et du coup, peut-être Stéphane, question à l'image de ce que Bruno a fait ou ce que vous avez fait de constituer un corpus documentaire numérique large. Est-ce que vous aussi, sur votre projet, c'est quelque chose qui vous a, que vous avez consulté et qui vous a permis de créer ces 4 parcours ? Voilà, c'est-à-dire que demain, typiquement, est-ce qu'on pourrait imaginer un 5e parcours, puisque la donnée est là ? Sans doute que c'est possible, en effet. Là, l'idée, c'était d'arriver à scénariser un récit de telle manière à ce qu'un visiteur qui ne connaît absolument rien de l'histoire de ce quartier, voire même de l'histoire en général, puisse se repérer, et chronologiquement et spatialement. Et donc les données qu'on a données, que j'ai indiquées, sont des sources assez générales, quelques textes. On a essayé de trouver évidemment des témoignages pour que les étudiants soient
au plus près de la réalité des faits, ou alors ils ont utilisé ces témoignages de telle manière justement à faire paraître une parole d'un témoin des événements que l'on évoquait dans ces parcours. Merci pour vos présentations. J'ai une question qui s'adresse à un peu tout le monde. Est-ce que dans la première intervention pour Stéphane et Franck, vous pourriez demander aux étudiants de mettre des récits un peu plus contemporains pour essayer de voir comment justement les émotions, les perceptions d'aujourd'hui peuvent intervenir, pourquoi pas ceux des lycéens, puisqu'on utilise l'IA en histoire, et je vous félicite parce que c'est vrai que c'est pas simple de trouver des moyens d'utiliser l'IA avec nos étudiants de manière pertinente et intelligente, et je trouve que c'est une belle avancée. Merci. Alors, juste pour te répondre, dans l'un des 4 parcours, et Clémence est là, qui était actrice de ce travail, il y avait un parcours qu'on avait justement délibérément choisi comme devant être le vécu actuel du quartier. Et si tu souhaites préciser exactement la démarche, tu es la mieux placée, Clémence. Donc Clémence Lecor, ancienne étudiante du Master Valorisation du patrimoine au Mans, que je viens de valider, enfin. Donc j'ai bien participé effectivement sur un parcours pour la place de la Mission, dans l'idée de permettre aux lycéens de s'attribuer en fait leur quartier, qu'ils ont tendance à découvrir uniquement, soit pour aller dans un kebab pour manger le midi, soit uniquement à traverser pour aller au tramway pour rentrer chez eux. Et finalement, l'idée principale, c'était vraiment de créer le parcours qui allait du tramway jusqu'à leur lycée, sans perdre de temps et en découvrant finalement ce que soit la Mancelle, donc la maison principale du Mans, qui est un typique de la ville, mais également de découvrir les artisans ou les personnes qui habitent dans le quartier. Donc il y avait aussi des témoignages de personnes qui travaillent dans le quartier justement pour comprendre le passé et le présent de ce quartier qui pourrait investir plus en profondeur s'ils le voulaient. Donc, voilà. Je vais poser une question, mais oui. Bonjour Loïc. Je me demandais comment ça a été reçu, parce que finalement vous en avez parlé du projet, mais les utilisateurs finaux. Là est le problème, c'est-à-dire que le projet, en réalité, va vraiment pouvoir être reçu l'année prochaine. Parce que comme je l'ai évoqué, quand les étudiants sont intervenus, il y avait une phase travaux tout autour de l'Hôtel-Dieu de Coeffort et dans les rues avoisinantes, entre les réseaux de chaleur et les chronolignes. Il se trouve que ces chantiers qui devaient être finis pour l'été ont connu un petit problème à la fin de l'hiver. C'est-à-dire la découverte des restes humains des malades qui avaient passé dans l'au-delà. Et ce chantier de fouille est toujours en cours. Donc globalement, on s'est retrouvés depuis 5 mois et demi, 6 mois, dans un contexte où les itinéraires ne peuvent pas être empruntés, puisqu'il y a des saignées un petit peu partout. L'accès à l'Hôtel-Dieu a pu être assuré. Donc voilà, c'est une demi-réussite dans le sens où on a pu avoir la possibilité de découvrir ce bâtiment. Et par contre, pour le travail des étudiants, ça sera l'année prochaine, parce que là, on sera tranquille. Tout sera aménagé, largement piétonnisé en plus. Voilà. Donc effectivement, oui, même pour passer l'examen, on a passé l'examen avec les chantiers et donc les bruits qui vont avec, c'était très agréable. Et donc pour revenir sur ce projet, c'est quand même 4 groupes avec 3 ou 4 étudiants par groupe et un projet qui a en plus été mis en place durant un stage par une de mes camarades, Carla, au service patrimoine, du coup, qui a aidé aussi à mettre en place directement. Donc on va espérer quand même que ça vienne l'année prochaine. Oui, pour préciser, effectivement, l'une des étudiantes qui a participé à ce travail a rejoint le service pendant 5 mois pour justement finaliser et le rendre parfaitement adapté à une découverte patrimoniale et touristique du quartier. Merci beaucoup pour toutes ces précisions. Moi, ça me fait penser à un projet similaire qu'il y a eu à Nantes, sur l'île de Nantes, qui s'appelait Balade sonore. Tu m'arrêtes, Gaël, si je raconte des bêtises.
avec l'école de design de Nantes Atlantique pour pouvoir revivre ce qui se passait sur les anciens chantiers de l'île de Nantes. Voilà. Donc là, c'était essentiellement du sonore, par contre, pour le coup. Il y a eu d'autres projets, nous, qu'on a menés aussi avec un fauteuil sonore qui est actuellement utilisé dans la tour du Gros Pilier, notamment l'été, pour présenter une exposition sur la défense passive pendant la Seconde Guerre mondiale et avec une immersion sonore pendant un bombardement. Il y a eu les étudiants également dans un atelier il y a 2-3 ans avaient testé la même chose à l'abbaye de l'Épau pour créer des récits, justement, le récit d'une journée d'un moine, en sonorisant, soit par la voix, mais simplement parfois uniquement par le son, l'expérience d'un individu qui pouvait être au XIIIe siècle, mais aussi à l'époque contemporaine, puisqu'il y avait une réflexion sur la façon dont on pouvait penser aujourd'hui le site. Voilà, donc ça fait partie des tests qu'on mène en atelier son patrimoine et innovation. Ce que je voulais juste préciser, c'est que ce côté sonore est extrêmement important au Mans, et c'est vrai une volonté de la municipalité d'accompagner l'université ou le Mans Innovation, puisque c'est quand même l'un des fers de lance de la recherche universitaire au Mans, et également de l'École des Beaux-Arts du Mans. Merci. Et puis du coup, je vois l'heure qui tourne. En tous les cas, ça fait un beau lien avec la question de la mémoire, qui est la table ronde suivante, Frédéric, si je ne m'abuse. Merci à tous les 5, en tous les cas, pour votre participation.